Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Angoulême Acteur TV, la télé locale d'Angoulême. Aujourd'hui, mon invité, Philippe Lavaux, le maire d'Angoulême. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder un peu de temps. Ça fera plaisir de venir vous voir. Parce que je suppose que le temps aujourd'hui, ça va être un peu compté, non? Tous les jours. Hein. Mais oui. Je crois qu'il faut se consacrer un peu à chacune et à chacun dans les quartiers et que c'est mon rôle de maire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais on vous remercie quand même. Ça nous touche énormément. On ne le répète pas, vous êtes le parrain de cette télé et nous, ça nous touche parce que ça prouve que ce projet aussi vous plaît, d'une part, et vous savez qu'il est aussi intéressant pour les Angoumoisins, d'avoir une actualité différente ou même complémentaire avec la presse écrite ou autre. C'est plus interactif, je crois que là ça permet d'avoir des débats en direct et puis en même temps d'associer peut-être une catégorie de la population qui suit l'actualité sur Internet directement dans le débat actuel sur les communes, l'intercommunalité et donc de faire naître en même temps des questionnements qui sont à même de faire naître peut-être des projets pour demain. C'est espéré, mais c'est le but, c'est le but. Et bien justement, on va faire une petite, alors je tiens à souligner quand même à nos amis internautes, une petite municipale 2014, puisqu'on n'échappera pas à la règle, au municipal 2014. Aujourd'hui, bien sûr, Philippe Lavaux n'est pas ici pour nous parler du programme, vous le doutez bien, hein, c'est pas l'essentiel. Aujourd'hui, on est là pour vous poser quelques questions. Des questions, par contre, je dirais, qui résument un petit peu sur votre mandat, puisque c'est des questions anciennes mais qui sont toujours d'actualité. Ça prouve quand même qu'il y a besoin de réponses. Et autre question, comme on l'a vu, exemple avec le ministre qui est venu nous rencontrer jeudi sur les emplois d'avenir, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Alors la première question, on l'a vu il y a quelques mois dans la presse, la réflexion. Va-t-il ou pas continuer son aventure humaine au sein de la municipalité? Alors bien sûr, vous voyez certaines personnes qui disaient que c'est une tactique ou autre. Nous, c'est pas la tactique qui nous intéresse, c'est plutôt de vous poser cette question. Aujourd'hui, quelle différence il y a entre le maire de 2008, si je ne dis pas de bêtises, c'était 2008, voilà. Quelle différence il y a entre le maire de 2008 et aujourd'hui le maire de 2014? Il y a eu beaucoup de travail. En 2008, on arrivait aux affaires après une gouvernance de droite de 19 ans. Donc ça veut dire que pour nous, gens de gauche, il était important que notre projet se mette en œuvre rapidement. Et donc il a fallu prendre, si on peut dire, toutes les rênes du pouvoir, le temps en même temps de s'installer, de se poser, de faire l'inventaire de ce qu'on trouvait en arrivant et comment on allait utiliser les moyens municipaux pour pouvoir réaliser le projet municipal sur lequel on a été élu. Donc aujourd'hui, 6 ans plus tard, c'est beaucoup plus d'expérience, c'est aussi beaucoup plus de coûts qui ont été reçus, et donc avec une carapace un peu plus dure et un cuir un peu plus tanné, et bien un maire qui propose aux habitants de poursuivre le projet que nous avons ensemble élaboré en 2008 et impulsé depuis 2008 pour aller vers des horizons beaucoup plus lointains. Et justement, nous, au comité de quartier, vous parlez de ça, de 2008, cette date est importante pour nous, comité de quartier, mais surtout pour les habitants, parce que moi je suis président du comité de quartier, vous le savez bien, et donc notre but c'est de faire des doléances sur ce qui va, ce qui ne va pas. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est pas moi, c'est les habitants, hein, que depuis que votre municipalité donc, est mise en place en 2008, on s'est rendu compte qu'il y avait plus d'agents municipaux qui travaillaient sur les quartiers. Une petite anecdote, je ne donnerai pas son nom, hein. À l'époque quand on voyait la balayeuse passer, on disait tiens, le maire va arriver. Aujourd'hui on a la chance, on voit passer la balayeuse mais on ne voit pas le maire. Donc ça veut dire qu'il y a l'entretien des rues qui se fait, pas forcément parce que le maire est là, c'est déjà, c'est vrai que c'est peut-être comique, mais c'est quand même très intéressant et très important. Mais moi j'ai un souci, enfin les habitants ont un souci au niveau de cette insalubrité. Et la question, comme me dit, c'est va-t-il y avoir une façon différente de travailler pour essayer de trouver des solutions sur cette insalubrité, c'est-à-dire un peu plus d'agents ou une autre manière de travailler, je ne sais pas. Alors, vous l'avez dit déjà, les choses ont changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a sectorisé l'intervention des agents municipaux. C'est-à-dire qu'il y a 4 secteurs sur Angoulême et les agents interviennent véritablement en ayant la pleine possession de leur secteur d'intervention. Ils font y compris remonter les doléances des usagers qu'ils rencontrent au quotidien. Et pour nous, c'est un élément important en même temps pour donner satisfaction aux habitants. Le deuxième problème que vous évoquez, c'est le problème effectivement des déchets de plus en plus importants. Et on peut se poser aussi la question d'un cercle qui serait un peu vicieux, c'est-à-dire que plus on mettrait d'agents, plus les gens jetteraient de déchets parce qu'il y a des agents pour les ramasser. Et donc c'est pas non plus, je crois, dans le rôle des agents, il faut qu'on ait une prise de conscience collective.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on produit de plus en plus de déchets, mais il faut avoir aussi l'éducation, le civisme, de mettre ces déchets dans les endroits qui sont prévus à cet effet, et de ne pas tout jeter autour de soi. C'est pour ça qu'on a impulsé ces semaines de la propreté, où on a des actions, y compris avec les brigades vertes, les agents municipaux et intercommunaux, sur la gestion des déchets, et expliquer aux gens qu'y compris un mégot qu'on jette dans la rue, il faut que quelqu'un le ramasse. Et donc ça, c'est véritablement des comportements à modifier. Et ça, c'est pas seulement l'affaire des politiques, c'est l'affaire de chaque citoyen. Soi-même, quand on est fumeur, de dire le mégot, je ne le jette pas par terre, mais je mets dans une petite boîte. D'ailleurs, la municipalité a offert des petits cendriers gratuitement pour que les gens puissent récolter ces mégots de cigarettes et les mettre dans des poubelles. Lorsqu'on achète un pain au chocolat et qu'il est dans un papier, on ne jette pas le papier dans le caniveau. On fait attention de le garder, de le jeter dans une corbeille et là aussi de trier les déchets entre ce qui peut être recyclé et ce qui ne l'est pas. Donc il y a tout un travail à faire. Donc on disait au niveau des citoyens, mais il y a aussi un travail à faire au niveau des entreprises. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de donner des emballages pour tout. Et qu'à un moment donné, moins on donne d'emballages, mieux c'est pour l'environnement parce que ça évite soit qu'il soit jeté et qu'on ait à le ramasser, et soit qu'il soit jeté dans la poubelle, mais qu'après on ait à le traiter, et ça a un coût aussi de traiter les déchets. Donc c'est tout un travail qu'on a fait également avec tout ce qui est restauration rapide et vente à emporter, en sensibilisant les commerçants et en leur disant ne donnez des emballages que quand vraiment il y en a besoin. Moi je le constate quasiment quotidiennement dans la cour d'hôtel de ville, quand vous avez des gens qui sont passés au restaurant rapide, qui ont pris des poches avec des sandwichs à consommer, vous retrouvez souvent les papiers qui sont jetés dans les jardins de l'hôtel de ville, dans la cour d'hôtel de ville. Et c'est du travail supplémentaire. Il faut savoir que derrière, le travail, ça a un coût. Et donc ce coût, qui le finance? C'est bien les contribuables, c'est eux qui paient les impôts et ça a une incidence sur leur feuille d'impôt. Donc pour qu'on puisse continuer à avoir, comme on l'a fait, à la fois diminuer les taux de fiscalité et maintenir les tarifs sans augmentation chaque année, il faut que les gens se prennent en main. C'est vraiment une responsabilité collective. Ce qui est le plus triste dessus, on a eu notamment, je vais parler du quartier de Berle-à-Gonfond, mais on a eu des échos sur d'autres quartiers. C'est exemple, vous parliez justement des papiers ou autres. Bon, ça, c'est sûr que c'est un travail à faire, mais ce qui est le plus triste, c'est quand on voit que des gens se jettent des sacs poubelles par la fenêtre. Je vais vous raconter une anecdote. À la Gonfond, on a retrouvé des sacs poubelles dans des buissons et autres. Un des agents de la municipalité a appelé un de ses chefs, on s'est rencontrés, ils sont venus à 12 personnes, ils ont tout ramassé, et je félicite la municipalité pour ce travail. Il faut savoir que 2-3 heures plus tard, on a l'impression que rien n'était fait. Et sachant, et ce que vous dites est important, mais sachant, moi je vous dis, moi le président du comité de quartier, avec Jean-Paul Pain, le directeur du centre social, on a fait des démarches avec l'OPH, l'OGELIA, on ne sait plus quoi faire. Mais on fait aussi des démarches, nous, à ouvrir les sacs que l'on trouve et puis à retrouver les propriétaires qui sont ensuite sanctionnés, verbalisés, de façon à leur donner l'habitude d'avoir un comportement civique. Ce qu'on appelle la brigade verte. Alors il y a la brigade verte, effectivement, et ensuite c'est une intervention d'officiers de police où ils reçoivent une amende qu'ils ont à payer parce qu'ils ont commis une infraction. C'est une infraction que de laisser ces déchets n'importe où dans la rue. De la même manière, on a installé dans les quartiers, vous avez été ici le premier quartier à bénéficier des colonnes enterrées. Les colonnes enterrées, elles sont faites pour que les sacs poubelles soient à l'intérieur des colonnes et pas autour des colonnes. Parce que c'est des mécanismes qui viennent avec des grues chercher l'ensemble des colonnes. Si les sacs sont autour, ils tomberont par terre. Et donc le quartier sera sale. Donc il faut que les gens s'habituent à mettre les sacs dans les colonnes aux endroits prévus à cet effet. Et ça aussi, ça va être une habitude à prendre, de faire en sorte qu'une colonne enterrée, s'il y a une bouche qui contient un sac de 50 litres, on ne met pas un sac de 200 litres parce qu'il ne loge pas dedans. On ne met pas un lit non plus ou un sommier sur la colonne enterrée parce qu'on veut s'en débarrasser. Il ne sera pas évacué. Donc ça, c'est aussi travail à la fois de la municipalité, des agents, mais aussi, comme vous, des comités de quartier, des conseils de quartier, de travailler au plus près de la population pour leur expliquer ces choses-là qui peuvent nous sembler à nous faciles et basiques, mais qui pour certaines personnes eh bien, sont des choses nouvelles, donc leur apprendre à utiliser ces moyens nouveaux. Justement, restons sur les quartiers, changeons bien sûr de sujet. La salubrité, c'est vrai que ça travaille, il faut aussi pencher, mais un autre sujet, c'est l'insécurité. Alors, on a eu beaucoup, malheureusement, ce qui s'est passé cet été, un été noir, on peut le dire, on ne va pas s'étaler dessus, mais ça ne nous empêche pas d'avoir une pensée sur l'insécurité. Je dis souvent que l'insécurité est perçue différemment par les gens, et même dans les quartiers. Et la question qui me revient souvent, c'est que peut-on faire? Qu'envisage, par exemple, la municipalité dans le futur? Vous savez, l'insécurité, c'est un sentiment avant tout, parce que les gens ne vivent pas dans l'insécurité. Moi, je l'ai dit souvent, ici à Angoulême, on n'est pas dans le Bronx, on n'est pas dans une zone de non-droit.
Malheureusement, aujourd'hui, les médias, et notamment la télévision, matraquent tous les jours les téléspectateurs de faits divers dans la France entière. On le vit actuellement avec le drame de la petite Fiona et ses parents. Des choses malheureuses, des choses terribles, les fusillades à Marseille. Et donc les gens qui sont devant leur télévision impriment tout ce que la télévision leur donne et font naître ce sentiment d'inquiétude. Inquiétude par rapport à ses voisins, inquiétude par rapport à ses collègues, inquiétude dans la rue par rapport à des inconnus que l'on rencontre. Et on a ce sentiment qui est de plus en plus important. Peut arriver, comme on a connu malheureusement cet été, des drames, mais qui se produisent de manière ponctuelle, et on les trouve dans toutes les régions de France, des débordements, des drames terribles. On avait connu, moi je me rappelle, en 72, une fusillade meurtrière aux Nouvelles Galeries à Angoulême, ça avait fait 9 morts. À l'époque, ça avait fait l'actualité de la France entière. C'est pas pour autant qu'il y a eu des fusillades dans les magasins d'Angoulême entre 72 et 2013 tous les jours. Donc, il ne faut pas non plus qu'un fait divers, à un moment donné dramatique, puisse catalyser toute l'attention. C'est-à-dire, Angoulême est quand même une ville dans laquelle on a beaucoup de festivals. Durant ces manifestations, on ne voit pas se dérouler d'incidents dramatiques, ni de grosses bagarres ou de grosses difficultés. Dans les quartiers, il y a une vie au quotidien, des activités qui ont lieu, il n'y a pas non plus de gros problèmes. Autour de nos établissements scolaires, ça se passe plutôt bien. La police municipale intervient, assure la tranquillité publique. Donc la tranquillité publique, c'est quoi? C'est faire attention où se garent les gens, parce que les trottoirs, c'est fait pour les piétons, c'est pas fait pour les voitures. C'est surveiller les entrées et sorties d'établissements scolaires, c'est surveiller les équipements publics, vérifier que dans l'espace public, le comportement des gens est un comportement correct, qu'il n'y a pas de gens qui sont en ivresse sur la voie publique. Donc il y a ces forces de police municipales qui sont jointes aux forces de police nationales, qui, eux, ont pour charge cette protection républicaine des populations et qui doivent assurer la protection des personnes et des biens. Et donc, c'est un travail de collaboration qui est mis en œuvre. Depuis qu'on est arrivé à la municipalité, on a accentué ce travail de collaboration entre les acteurs, la médiation, la prévention, police nationale, police municipale, le procureur et la justice globalement, de façon à mailler le territoire et avoir des interventions, pas toujours annoncées, des fois les interventions de nos acteurs arrivent d'un seul coup sans prévenir, mais ça nous permet comme ça de cibler les endroits où on a des problématiques d'insécurité ou de sentiment d'insécurité et d'apporter progressivement des solutions. Mais ça veut dire aussi que c'est pas simplement en frappant, en ayant une politique répressive, qu'on changera le comportement des gens. Comme on disait tout à l'heure sur la salubrité, c'est le comportement individuel aussi des gens. Et malheureusement, n'oublions pas aujourd'hui dans la société, on a aussi des gens à la psychologie fragile qui sont là, soit sous l'emprise de la drogue, soit sous l'emprise de l'alcool, soit sous emprise parfois de pathologies psychiatriques et qui peuvent être aussi de véritables dangers. Donc notre rôle aussi, c'est d'avoir toute cette partie qu'on appelle de veille sanitaire sur la santé publique. C'est pour ça qu'on vient de mettre en place un contrat local de santé avec des ateliers dans les quartiers qui permettent de détecter toutes ces pathologies qui peuvent amener vers de la violence ou vers de la déviance. Vous pensez que quand même que, pour finir justement sur la sécurité, un article qu'on avait vu il y a quelques semaines ou quelques mois, c'est une dame qui m'avait fait cet écho de cet article. Allons-nous ou pas armer la police municipale? Et moi, quand j'ai lu cet article, je ne sais pas l'article que je retiens. C'est quand j'entends justement ce que vous dites sur les médias, allons-nous armer la police municipale? Pour moi, j'ai l'impression qu'on entretient encore cette peur. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben oui, c'est une façon d'entretenir les peurs et d'entretenir aussi la méfiance ou la crainte vis-à-vis de tous les acteurs particuliers ou institutionnels. La lutte qu'il faut mener, c'est celle contre l'armement et essayer de désarmer le plus possible les gens qui pourraient posséder des armes. C'est ce qui évite d'avoir des drames comme on a connu cet été, quoique quand c'est des drames à l'arme blanche, chacun a chez soi un couteau et peut très bien s'en servir de la même manière. Donc la problématique, à mon sens, elle n'est pas du tout sur la question du port d'armes, elle est sur la question du vivre ensemble, des comportements des gens, de la détection des comportements déviants, parce qu'il ne faut pas aussi nier qu'il y a des gens qui sont violents dès leur petite enfance et qui restent violents toute leur vie. Il faut pouvoir agir aussi, et ça c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la protection sanitaire des personnes. Il y a des gens qui ont des comportements qui sont plus énervés que d'autres, donc ça il faut y faire attention, mais il ne faut pas tomber dans ce populisme de monter les gens les uns contre les autres. Vous savez, on a vécu 5 ans de l'époque du président Sarkozy où on a monté les gens les uns contre les autres de façon à faire naître des craintes
des uns et des autres. Pendant ces 5 années, on a subi une baisse de la police, une baisse des effectifs de la police, alors que la population française augmentait. Donc, plus il y a de personnes normalement dans une société, plus on a besoin d'encadrement. Donc, ce qui est fait aujourd'hui par Manuel Valls, le fait d'avoir des plans spécifiques aujourd'hui de remise en poste de policiers nationaux, de gendarmes sur les territoires, c'est une bonne chose parce que ça permet d'encadrer, d'avoir des taux d'encadrement policiers qui soient suffisants pour les territoires. Et c'est pour ça qu'on a demandé sur Angoulême, qui avait perdu près de 70 postes en quelques années, on a demandé au ministre de l'Intérieur de réactiver la création de postes de policiers municipaux, de policiers nationaux, sur Angoulême. D'accord, donc on pourrait avoir des postes supplémentaires. Voilà, mais ça ne changera rien si on n'a pas un comportement collectif. Oui, tout à fait. Si on se rend compte de choses dans son quartier, eh bien il faut être un moment en capacité de faire remonter l'information avant que ça dégénère. Quand j'entends dire des gens qui disent il y a des gens qui se promènent avec des armes, il faut le faire remonter. Parce que s'il y a un meurtre, ils seront complices. Donc si à un moment donné on est au courant de choses comme ça, pour ne pas mettre en danger sa famille, ses amis, ses voisins, ses collègues, c'est du ressort individuel que d'avoir ce comportement civique, de faire remonter les informations. Eh bien, merci d'avoir déjà répondu. J'espère que nos amis internautes ont pu être éclaircis. On va changer de sujet. Justement, le sujet, c'est Angoulême, puisque vous parlez tout à l'heure des festivals. Alors, une question simple pour en revenir sur une autre tout à l'heure. Aujourd'hui, on a la BD, le FFA, les gastronomades, le circuit des remparts, et j'en oublierai ça. Musique métisse, piano en valois. La question qui nous revient souvent, c'est est-ce que ces manifestations vont durer sur le temps? Parce que on a eu c'est ce qu'on a eu avec le circuit des remparts, des échos comme quoi le circuit des remparts, ça serait bientôt fini, la BD, ça va pas très bien. C'est ça que vous ne pouvez pas me répondre de oui ou non, mais tous les acteurs ont fait en sorte que les conditions soient les meilleures pour que les festivals se poursuivent. Après, c'est les organisateurs qui doivent gérer un budget, comme chacun d'entre nous. Dans nos familles, on a un budget à gérer. À la municipalité, j'ai un budget à gérer. Après, c'est des choix qui sont faits pour que nos activités puissent continuer. Et leurs activités, c'est la même chose. À un moment donné, si la partie sécurité coûte de plus en plus cher parce qu'il faut des personnes, ça veut dire que sur d'autres parties, communication et autres, il faut réduire les budgets de façon à équilibrer. Mais on ne peut pas toujours demander plus. J'allais dire, chacune et chacun dans son budget familial le sait bien. Quand il y a un salaire qui arrive à la fin du mois, on a beau demander au patron plus parce que les prix augmentent, c'est pas pour autant qu'on a plus. Donc les festivals, ça se gère aussi, comme nos budgets, en prenant en compte les recettes, ce qui rentre, et donc d'adapter les dépenses en fonction des recettes. Et donc la viabilité de nos festivals, elle est fonction des organisateurs et des gestionnaires des festivals. Nous, on sait par exemple que sur 2014-2015, on va nous enlever encore des dotations de l'État aux collectivités. Donc entre 2007 et 2013, j'ai vu 6 millions d'euros de moins qui ont été donnés par l'État à la ville, et je sais qu'il va encore y en avoir qui va être donné en moins sur les années qui viennent. Donc ça veut dire que moi, mon choix, c'est de ne pas augmenter les impôts locaux, c'est de maintenir les tarifs, comme on l'a fait pour le bus, pour l'eau, l'assainissement, les déchets ménagers, de ne pas les augmenter. Et donc si je veux maintenir ça, il faut que je réduise certains postes de dépenses, puisque des recettes vont diminuer. Donc c'est à moi d'équilibrer ensuite mes interventions. Mais sur les festivals, on n'a jamais remis en cause notre participation à aucun festival. Et je le redis devant vos caméras parce que certains ont disparu, mais ce n'était pas la volonté municipale, c'est la volonté des organisateurs qui n'ont pas voulu poursuivre ces festivals dans les conditions de stabilité des propositions budgétaires qu'on leur faisait. Oui, c'est vrai que les citoyens d'Angoulême ne sont pas forcément au courant du fonctionnement. C'est vrai que ça, c'est faut le dire. Nous, on est garant de l'argent des citoyens. Voilà, on fait en sorte que cet argent soit bien utilisé. Mais c'est pour ça que ta question, c'était... Mais justement, je rebondis, justement, parce que vous parlez de ça. Angoulême, j'entends... Plusieurs fois j'ai entendu ça, surtout de la bouche de M. Germanou, le maire de Lignard, qui a dit une phrase qui est importante, c'est qu'Angoulême arrive à un tournant de son histoire. Aujourd'hui, on a la médiathèque qui est en train de se faire, la gare, si je ne dis pas de bêtises, la ligne LGV, tous ces projets qui sont en train de changer le profil d'Angoulême. La stature de la ville. Voilà. En quoi ils sont-ils primordiaux ? On l'a vu quand on n'a pas eu l'autoroute, on a vu tout ce qui s'est développé sur l'axe autoroutier de l'autoroute A10. Aujourd'hui, si on n'a pas la ligne à grande vitesse, on sera complètement enclavé loin de Paris et toujours à 1h15, 1h30 de Bordeaux, et donc on aura des moyens de développement limités.
La LGV, c'est nous placer à 1h45 de Paris et à 35 minutes de Bordeaux. C'est une formidable opportunité d'être une ville intermédiaire qui se situe à proximité des grands lieux de décision. La capitale nationale, Paris, et une grande métropole régionale, Bordeaux. Et quand on regarde sur l'axe Est-Ouest, on va se trouver entre Lyon et La Rochelle. Et donc on a l'occasion d'être un carrefour européen, parce que qui dit Lyon dit l'ouverture vers l'Est, vers l'Europe, qui dit La Rochelle, c'est l'Atlantique et c'est donc de l'autre côté le continent américain. Donc on a la possibilité de devenir un carrefour important en Europe. Carrefour ferroviaire, carrefour routier, puisqu'on a la nationale 10 qui passe chez nous et la nationale 141, donc Lyon-La Rochelle qui passe chez nous également. Donc d'être un lieu important de transit à la fois des personnes, mais aussi des biens à travers le réseau fret et le réseau routier. Et donc à nous de capter cette opportunité pour développer les activités économiques, les activités culturelles et donc l'emploi sur notre territoire. Et c'est une formidable opportunité puisque aujourd'hui on a 1 500 000 voyageurs par an qui passent par la gare d'Angoulême et avec l'arrivée de la LGV on passera à 3 millions de voyageurs par an à l'horizon 2020. Donc ça veut dire que ces 3 millions de voyageurs, c'est autant de clients entre guillemets potentiels pour Angoulême. À la fois des gens qui vont consommer sur place, mais à la fois aussi des gens qui vont peut-être s'installer sur place. Et ça, c'est aussi un élément important, ça va renforcer le potentiel des habitants sur le territoire, le potentiel des entreprises qui vont se créer sur le territoire, le potentiel des festivals qui peuvent à nouveau exister sur le territoire. Et donc pour nous, c'est facteur du développement du territoire. Et c'est pour ça qu'on est vraiment à la croisée des chemins. Il faut que cette gare d'Angoulême réussisse, il faut qu'on puisse y rentrer, il faut qu'on puisse en sortir, il faut qu'on puisse qu'on puisse consommer, qu'on puisse se déplacer pour que les trains continuent à arriver en gare d'Angoulême. Si ça ne marchait pas, la gare serait obligatoirement abandonnée par la desserte LGV et on retrouverait un temps de trajet très long vers Paris, très long vers Bordeaux et on perdrait tout le potentiel de développement économique sur Angoulême. Donc tout l'enjeu du projet qu'on a mis en œuvre à l'agglomération et à la ville, c'est de développer ce secteur de la gare et à partir du cœur de la gare, de développer les quartiers autour de la gare progressivement, Loumou, Bel-Air-Grand-Fond, le centre-ville. Des opérations ont déjà été menées sur ma campagne et Bassaux-Grand-Garenne, mais unifier autour de la gare tous ces quartiers pour que tout le monde bénéficie de l'effet LGV. Donc le but aussi, c'est, je suppose, comme vous le disiez tout à l'heure, une demi-heure à peu près pour Bordeaux. Ce qui est aussi intéressant, c'est d'éviter aussi que le citoyen d'Angoulême, s'il ne trouve pas de travail, quitte Angoulême. Parce que pour une demi-heure, c'est vrai que... on les fait déjà, il y en a qui le font déjà. Oui, mais quand on voit le prix du mètre carré de foncier à Angoulême et à Bordeaux, on se dit que les entreprises auront plutôt intérêt à venir s'installer chez nous, sachant qu'on a un réseau fibré très haut débit qui est présent sur l'agglomération d'Angoulême, qu'on sera plus près que quand on est à Bordeaux de Paris, puisqu'on sera qu'à 1h45, qu'on a une qualité de logement et de desserte qui est quand même assez exceptionnelle sur Angoulême, une qualité de vie. On n'est pas dans les bouchons comme à Bordeaux où il faut des heures pour traverser la Garonne. Pour traverser la Charente, on ne met pas des heures, même si des fois il y a un peu de voiture. Donc voilà, c'est cette qualité qui fera la différence avec les grandes métropoles. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on réussisse l'arrivée de la ligne à grande vitesse. Donc c'est vraiment primordial. Et si on fait pas... L'horizon 2017, c'est primordial. Si c'était pas prévu, imaginons que si c'était pas prévu, on pourrait dire qu'Angoulême peut-être... perdre des trains. Perdre non seulement des trains, mais au niveau, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à ces festivals, pourrait aussi perdre des crédibilités, parce que les gens se diraient... Les festivals, mais ça bouge pas. Et des entreprises qui s'éloigneraient de Paris, qui s'éloigneraient de Bordeaux, et qui diraient qu'il vaut mieux les s'installer plus près de Paris, plus près de Bordeaux. Donc effectivement, l'enjeu est d'importance, et l'enjeu c'est quand même demain, puisque c'est 2017. L'arrivée de la grande vitesse en gare d'Angoulême, c'est 2017. Et c'est comme aujourd'hui, 22 trains par jour, dans les deux sens, vers Bordeaux et vers Paris. Donc ça veut dire que si demain on n'est pas capable de capter ce potentiel, on nous enlèvera des trains et progressivement Angoulême mourra. Bon, mais ça se paraît que non. Parce qu'Angoulême, c'est vrai que nous on le voit quand on est... C'est pour ça que je poursuis ce projet, parce qu'il faut qu'il aille à son terme, il faut qu'Angoulême se développe. Accompagné bien sûr de ce projet, on ne l'a pas nommé, mais le Mobilix, le bus web. Ce qu'on appelle le transport en site propre, c'est-à-dire un transport direct qui commencera plus tôt le matin et qui se terminera plus tard le soir, qui toutes les 10 minutes permettra d'avoir un transport rapide, c'est-à-dire de lier la gare au centre-bourg des communes de l'agglomération en moins de 15 minutes, et donc qui permettra de desservir tout le centre-ville d'Angoulême et les quartiers. Ce qui n'est pas négligeable. C'est une avancée très forte dans le transport en commun,
et en maintenant les tarifs que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas le contribuable qui le financera, puisque c'est une taxe prélevée sur les entreprises qui financera ce transport en site propre. Parce qu'à noter, lors de votre dernière intervention, vous avez parlé du Mobilix, on a eu des échos, on ne les a pas confirmés, parce qu'on ne sait pas encore comment ça va se passer, mais moi je défends un peu ce projet. Après, peut-être que certains politiques nous critiqueront, bon, en même temps, je ne suis pas spécialisé, mais il y a une chose que je retiens beaucoup, c'est quand un jeune ouvre la porte d'une intérim, d'un pôle emploi, mais surtout d'une intérim, s'il doit embaucher à 5h du matin, qu'il n'y a pas de moyens, voilà. Je peux vous dire une chose, généralement il n'est jamais rappelé, à 70%. Il y a l'insertion professionnelle et il y a aussi participer à la vie de la ville. Quand on habite un quartier et qu'on n'a pas de voiture, pour aller au cinéma le soir en centre-ville, c'est pas facile. Quand on aura ce système de desserte, on pourra y aller jusque tard le soir. Quand on est étudiant et qu'on fait ses études à Angoulême, qu'on arrive le dimanche soir par train de 20h, il n'y a plus de bus, c'est pas facile non plus d'aller dans son logement ou de se rapprocher de son lycée. Donc ce sera favorisé par l'arrivée du site propre. Et puis je crois que toutes celles et ceux qui veulent là aussi faire des économies sur leur budget personnel en prenant pas la voiture systématiquement, y auront un intérêt puisque toutes les 10 minutes, ils sauront qu'ils auront un bus qui sera à leur disposition et qui mettra très peu de temps, beaucoup moins de temps que la voiture d'ailleurs, pour aller vers la Couronne, pour aller vers Roël, pour aller vers l'espace Caral, l'île des Pagnac, pour aller vers la zone industrielle numéro 3. C'est autant en même temps pour les ménages de dépenses en moins sur leur budget personnel. Tout à fait. Justement, une dernière petite remarque, c'était pas prévu, mais je vous la pose parce que c'est une dame qui m'a laissé ça sur le forum par rapport au Mobilix. Est-ce qu'on peut s'inquiéter, alors je ne sais pas pourquoi elle m'a posé cette question, sur les places de parking? Je suppose qu'il y en a certains où on va passer Mobilix, ils avaient l'habitude de se garer devant chez eux, je ne sais pas, par exemple, l'avenue de la République, est-ce que ça va changer parce qu'on va élargir on sera obligé sur certains endroits d'élargir, mais on compensera les places qui seront perdues juste en face, à quelques dizaines de mètres de l'endroit où elles étaient. C'est-à-dire qu'on retrouvera des lieux pour pouvoir stocker les voitures. On ne va pas chasser des voitures, et on l'a vu à Bordeaux quand le tramway est arrivé. Il y a eu d'autres parkings qui ont été créés en souterrain, des poches de stationnement ailleurs, c'est un des enjeux. Mais ce qu'il faut penser quand même, c'est que c'est 16 km de voirie et de trottoirs qui vont être refaits à neuf et sur lesquels on pourra circuler à pied, à vélo, en voiture, en bus Mobilix à haut niveau de service, en bus départemental. C'est-à-dire que ce seront des voiries toutes neuves. C'est-à-dire que le projet va financer des espaces publics qui vont être entièrement requalifiés. Alors j'entends les gens qui se plaignent toujours parce qu'il y a des trous dans la route, des trous dans les trottoirs. On va tout refaire à neuf et tout sera beau et tout le monde pourra circuler. Eh bien voilà, alors si cet internaute nous écoute, vous voyez, la question a été posée, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, la prochaine chose, on va changer carrément. On va revenir un petit peu justement à l'avenue du ministre, M. Sapin, ministre du Travail et de l'Emploi. On l'a parlé, j'ai appris donc ce jour-là qu'Angoulême était bonne élève, enfin la Charente, mais notamment Angoulême était bonne élève en ce qui concerne les emplois d'avenir. Il y avait combien de recrutements on en est à une soixantaine sur la ville et l'agglomération aujourd'hui, et la somme sur la Charente doit être plus de 440 sur un objectif au départ qui était fixé à 500. Et comme l'a dit le ministre, l'objectif c'est pas une limite, c'est-à-dire que si on va au-delà de 500, on aura plus que 500. Mais l'objectif c'est vraiment de remettre les jeunes dans le circuit du monde du travail et de leur offrir aujourd'hui des opportunités d'emploi. Justement, parce que la question c'était ça, c'est que justement pour 2014, vous pensez continuer à recruter encore dans notre avenir un peu plus? Ah oui, je vais vous dire, le prochain conseil municipal d'Angoulême, on ouvre 10 postes supplémentaires par rapport à ceux qui ont été ouverts jusque-là, 10 de plus. Donc à chaque conseil municipal, on voit en fonction des missions, de façon à pouvoir ouvrir des postes. Au conseil communautaire du Grand Angoulême, c'est pareil. Et donc toutes les instances doivent elles aussi ouvrir des emplois, mais on constate que, y compris dans le secteur marchand et le secteur privé, il y a des possibilités d'emploi. J'ai rencontré par exemple l'autre jour au Grand Angoulême, lors de la venue du ministre, une jeune dame qui est serveuse dans un bar, et son contrat a été fait sur un contrat d'avenir. Donc ça veut dire qu'il y a des activités aujourd'hui, et ça a été parlant pour moi, parce que je me suis rendu compte au circuit des remparts qu'il fallait attendre parfois très longtemps pour être servi sur les terrasses des bars angoumoisins. C'est de se dire à un moment donné, les patrons de nos entreprises vont pouvoir s'appuyer sur cette mesure où l'État paye 75% du salaire pendant 3 ans, vont pouvoir s'appuyer sur cette mesure pour développer leur potentiel d'activité. Donc les collectivités, c'est important, mais c'est important aussi qu'on dise aux patrons des entreprises, des commerces, investissez dans l'avenir et dans la jeunesse, et faites-vous aussi des contrats d'avenir pour vos activités.
Sachant que je crois que c'est un jeune sur 4 en 18 mois, 25 ans qui sont touchés par le chômage. Oui, 25%. C'est un gros chiffre. Oui. Et je disais à M. Sapin, justement, au ministre, que je préférais, parce que c'est des contrats d'un an renouvelables sur 3 ans, c'est ça. Et je disais justement au ministre qu'il y en a qui appellent ça ce qu'on appelle les emplois garage, mais nous on en a un ici, un emploi à venir, et qui a eu des problèmes scolaires et autres, et aujourd'hui on se rend bien compte qu'il a mûri, parce qu'il est dans le milieu, dans le bassin, il travaille avec des adultes, il est dans le milieu du travail, et on voit qu'il a grandi, et je pense que c'est ça aussi qu'il faut dire sur les... Parce qu'on parle beaucoup d'emploi, mais je pense qu'on peut parler aussi de l'aspect psychologique de ces emplois-là. C'est pour certains ces garages, certes, mais pour d'autres ça les sauve, et ça leur donne un bon coup de main, un bon coup de pied pour attaquer le... Moi, je ne pense pas que l'emploi soit garage. L'emploi, à un moment donné, c'est utile. C'est utile parce que ceux qui sont employés, ils paient des cotisations. Donc, pour les retraites de ceux qui sont à la retraite aujourd'hui, pour la sécurité sociale, ils vont prendre des appartements, donc verser des loyers aux propriétaires. Ils vont ensuite, dans leur appartement, se faire à manger, donc faire des courses, consommer sur le territoire. Et donc, c'est un investissement pour le territoire. Ça permet effectivement de faire fonctionner le circuit économique. En même temps, il faut dire que pour ces jeunes, comme pour les entreprises ou les collectivités qui les recrutent, c'est une opportunité. Parce qu'on a des gens qui partent à la retraite, et donc c'est l'opportunité de pouvoir combler des emplois. Et pour ceux qui, par les hasards de la vie, ont quitté l'école trop tôt, c'est aussi les moyens de leur remettre le pied à l'étrier et de leur montrer qu'ils ont des talents, des compétences qu'ils peuvent développer et s'insérer dans une vie professionnelle. Donc c'est porteur d'espoir. Et ça, pour nous, c'est un élément important parce que l'avenir du territoire, c'est la jeunesse. Et il faut que la jeunesse soit véritablement consciente du rôle qu'elle a à jouer dans la société. Ah oui, c'est très important, bien sûr. Bien, c'est aspiré, on leur souhaite beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses à ces jeunes. Hein. C'est vrai qu'il faut qu'ils prennent la relève. Hein. Ma dernière question, on en arrive à la fin de notre petit échange. Ça, c'est par contre c'est la question que pose Angoulême Acteur TV. Justement, vous reconduisez pour les cantonales, pour les municipales, pardon, en 2014. Est-ce que je peux vous demander si vous reconduisez avec la même équipe? Avec une équipe, la même, à mon avis, il y aura des modifications, parce qu'il y a des gens qui ont souhaité adhérer au projet qu'on a porté depuis 2008, que le nombre de candidats est fixé à 43 et qu'il faudra bien à un moment donné. Déjà, il y a des gens qui ont dit que eux, par leurs occupations professionnelles ou familiales, ils ne souhaitaient pas reconduire un nouveau mandat, parce que c'est quand même très dur aujourd'hui d'être élu local. On est tout le temps sur le terrain, on a toujours des occupations, des engagements, des représentations. Donc il y en a certains qui ont souhaité ne pas continuer, d'autres qui souhaitent aujourd'hui intégrer l'équipe. Donc ce sera un savant mélange entre ceux qui ont fait leurs preuves et qui souhaitent continuer dans cette équipe, et puis ceux qui viendront là aussi nous rejoindre pour apporter des compétences nouvelles, des idées nouvelles. On a besoin aussi de se régénérer, je crois, dans une équipe municipale, et c'est aussi tout l'objet de la réflexion que j'ai eue, moi personnellement, sur le fait de me représenter ou non. Est-ce que j'ai dit, est-ce que je peux être utile, pas utile, est-ce que j'ai envie de consacrer tout mon temps ou non à faire ce que je fais comme j'ai fait jusque-là? La réponse est oui, j'ai envie, j'ai la motivation. Donc maintenant, il faut pouvoir faire une équipe qui va avoir la même motivation, la même envie. Et puis surtout, cet enjeu de 2017, avec l'arrivée de la LGV, il faut être prêt, il faut avoir des gens compétents qui sont là, et j'en ai autour de moi, ils l'ont démontré au cours des 6 dernières années. Mais il y en a d'autres de l'extérieur aussi qui vont le démontrer aussi, je suis sûr, dans les 6 prochaines années, qui ont toutes les qualités pour conduire les destinées de ce territoire. Mais voilà, ça c'est la question qu'on se posait quand vous voulez interviewer. Bien sûr, on ne voulait pas savoir le pourquoi et le comment, mais la curiosité se faisait. Eh bien écoutez, monsieur le maire, je vous remercie. Merci à vous, monsieur le président. Merci aux auditeurs et téléspectateurs, puisque je pense que à la fois sur la Web TV et sur les podcasts, ils vont pouvoir enregistrer tout ce que vous avez mis dans la boîte, et puis ça permettra de nourrir le débat. Mais ce qui est intéressant, surtout, quand on regarde sur Angoulême Acteur TV, j'en profite aussi de faire la pub, puisque je le disais lors de la émission où vous étiez le parrain. Ce qui est intéressant, c'est que les remarques qu'on a eues, c'est qu'on a une info différente. Et, exemple, votre dernier passage, je ne sais pas, vous devez faire peur aux gens, parce qu'on nous a dit qu'on ne pensait pas que vous étiez aussi cool. C'est ce qu'on nous a dit. Ah oui. C'est parce qu'il y en a certains qui se chargent de me décrire tel que je ne suis pas, en fait. Oui, mais ça, c'est les professionnels. Nous, on n'est pas là pour faire du buzz. Exactement. Nous, on est là, notre but à nous, c'est questions, réponses, et vous êtes le mieux à répondre à ces questions qui vous ont été posées. Eh bien, écoutez, qu'est-ce que je peux vous souhaiter?
Je souhaitais Une bonne santé, c'est l'essentiel, Oui, comme à tout le monde. Moi, je souhaite toujours une bonne santé, avec ça, on a l'optimisme et la volonté. Donc, et puis un bon parcours pour les municipales 2014, ça va être... voilà, comme je dis toujours, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Après, il appartient aux électeurs de dire quel chemin ils souhaitent emprunter. Aujourd'hui, je leur en propose un, ce sera à eux de dire s'ils souhaitent ce chemin ou un autre. Il y a des questions comme ça, il y a des dates pour les premières réunions publiques, peut-être? Ça, ce sera après les vacances de Noël, parce qu'aujourd'hui, on est en préparation budgétaire, on doit voter le budget de la ville. J'allais dire, avec mes élus, on travaille vraiment et on travaillera jusqu'au bout. Jusqu'au 30 mars 2014, on sera vraiment des élus municipaux. Et la campagne, je pense que les gens connaissent bien notre projet et commencera véritablement en janvier. Eh bien voilà, j'espère que nos amis internautes ont été bien éclairés, parce que on ne peut pas faire mieux pour le moment. Mais écoutez, je vous remercie de votre intervention. Merci à vous de votre invitation. Revenez quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Je tiens quand même à souligner, les amis internautes, que M. Cazenave et M. You, je ne me rappelle plus de son prénom, seront aussi conviés, au même titre que vous, ici, pour nous parler un petit peu de leur vision sur Angoulême. Et puis, plus tard, mais ça c'est encore une autre étude, plus tard, nous espérons faire un débat, ici même, à Angoulême Acteur TV, avec les habitants et bien sûr les élus. Et bien voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Monsieur le maire, bonne continuation avec votre équipe. Et puis, nous, on se retrouve le 18 avec Patrick Ouzou, la spéciale bande dessinée. Et n'oubliez pas surtout les gastronomanes. Au revoir, ça c'est pour novembre. Au revoir et bonne soirée à toutes et à tous. Merci.